Merci. Donc, je m'appelle Khalil Elouardegui, je travaille pour Coalition Plus, qui est un regroupement d'associations à base communautaire dans une cinquantaine de pays, dont la LCS pour le Maroc. Et donc, je vous fais une présentation sur la question des transformations du financement de la lutte contre le sida, telles qu'on peut les anticiper pour les prochaines années. J'ai pas mal modifié ma présentation entre hier et aujourd'hui, suite à celle du Fonds mondial et à celle de Boutana El Omari hier concernant la politique de transition du Fonds mondial d'une part et les devants qu'a pris le programme marocain de lutte contre le sida et la tuberculose. Et la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, c'est plus peut-être sur le lien entre les discussions qu'on peut avoir dans la lutte contre le sida ou la lutte contre les hépatites d'un côté, le lien avec ce qui se discute peut-être au niveau des Nations Unies sur les perspectives de changement des relations internationales en matière de développement, dans le cadre en particulier de la notion de développement durable. Donc d'abord un point sur la notion des financements internationaux en santé, dans quel cadre conceptuel ça s'intègre. Donc ça s'intègre dans la logique de droits humains et de redistribution sanitaire. On sait que la santé fait partie des droits humains qui sont reconnus par l'ONU. Donc on a reconnu le fait qu'on a des obligations entre êtres humains concernant notre santé respective. On se doit finalement assistance et on se doit de se favoriser les uns les autres le fait d'avoir accès à la santé. Et ça concrètement, ça se manifeste dans la notion qui fait partie des objectifs de l'ONU pour 2030, les objectifs de développement durable, la notion de couverture santé universelle, qui recouvre à la fois, donc cette notion d'universel, ça recouvre à la fois la nécessité de couvrir ceux qui aujourd'hui ne sont pas couverts au niveau économique, couvrir les pauvres, mais ça nécessite aussi de couvrir et de s'adapter à l'ensemble des besoins de la population, à ce que l'ONU appelle Leave no one behind, ne laisser personne sur le côté du chemin, et donc une offre de santé diversifiée, adaptés aux différentes minorités. Et on a parlé durant cette conférence, par exemple, des centres de santé sexuelle qui visent à répondre à des besoins de population spécifiques. Et c'est un exemple de cette notion de couverture santé universelle qui vise non seulement les pauvres, mais aussi les minorités, les populations minorisées. Alors, le financement de cette couverture santé universelle, c'est ce qui constitue cette redistribution sanitaire. Tout d'abord au plan national, dans un pays comme la France par exemple, ça s'incarne dans des dispositions administratives telles que la couverture médicale universelle ou l'aide médicale d'État en direction des étrangers sans papier. Dans un pays comme le Maroc, ça s'incarne dans un dispositif administratif comme le régime d'assistance médicale en direction des démunis. Donc on voit comment on prend des ressources collectives qu'on met à disposition des minorités exclues des soins. Et donc ça constitue une redistribution sanitaire au niveau national pour faire face à l'impératif, enfin, au fait que la santé est un droit de l'homme. Au niveau international, cette redistribution sanitaire, elle s'incarne dans l'aide internationale en santé, qui est l'un des sujets de cette présentation. Les exemples les plus connus, c'est le Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, Gavi pour les vaccins, United qui est aussi sur le sida, la tuberculose, paludisme, mais spécifiquement sur l'accès aux produits de santé et la baisse des prix des produits de santé. Donc voilà, on a ce droit humain à la santé qui s'incarne dans des mécanismes de redistribution sanitaire au niveau national et international. Et ce que cela montre, c'est que quelque part, la communauté internationale a déjà reconnu le fait que les droits humains dépassent les frontières et que le droit à la santé dépasse la frontière. L'ensemble des pays du monde ont des obligations de droits humains les uns vis-à-vis des autres en matière de santé des populations. Alors là, je vous ai mis un graphique assez intéressant sur, on parle de la théorie à
à la réalité économique, c'est la répartition, donc dans l'histogramme de gauche, la répartition de la population mondiale entre les 4 grandes catégories de pays édictées par la Banque mondiale en fonction du PIB par habitant. Donc en jaune, c'est les pays à haut revenu, en bleu clair, c'est les pays à revenus dits moyen-haut, en bleu plus foncé, c'est les pays à revenus dits moyen-bas, dont le Maroc fait partie par exemple, et en rouge, les pays à bas revenus, dont par exemple un pays comme le Mali ou le Sénégal font partie. Alors, l'histogramme de gauche, c'est la répartition de la population mondiale dans ces 4 catégories. L'histogramme de droite, c'est la répartition des dépenses mondiales en santé entre ces 4 catégories. Donc vous voyez que plus de 80% des dépenses mondiales en santé, c'est pour les habitants des pays riches, lesquels ne font moins de 20% de la population mondiale. Ensuite, on a un peu moins de 20% en bleu ciel pour les habitants des pays à revenus moyens hauts, dans lesquels on compte par exemple la Chine, l'Afrique du Sud, le Brésil. Donc ces pays-là, tous ensemble, ça fait un peu moins de 20% des dépenses mondiales en santé. Et en bleu foncé, tout en bas de l'histogramme de droite, donc c'est les pays à revenus moyen bas, dans lesquels on trouvera le Maroc, et les pays à bas revenus, on ne les voit même pas. Parce que, mis bout à bout, toutes les dépenses de santé, donc toute l'aide internationale, plus toutes les dépenses familiales payées par les gens eux-mêmes, plus tous les budgets nationaux des pays à bas revenus, c'est tellement peu qu'on ne le voit même pas sur l'histogramme de droite. Donc ça c'est une photographie assez parlante du degré majeur des inégalités en santé aujourd'hui, en 2019, au niveau planétaire. On est dans une situation de très très grande disparité, de très très forte inégalité en santé, et même dans les pays à revenus classés moyen bas, comme la Chine, le Brésil ou l'Afrique du Sud, donc qui sont en bleu ciel, on constate que même dans ces pays-là, la part est bien inférieure, la part des dépenses de santé est bien inférieure à ce qu'ils représentent en termes de population. Alors, quelle perspective qu'on aille à l'horizon, mettons, 2050, vers un monde égal, avec une véritable, ou un début d'égalité en matière de santé entre les différentes catégories de pays. Est-ce que les projections de la Banque mondiale, de l'OCDE, des autres instituts internationaux nous disent qu'on va vers une réduction des inégalités ou qu'on va vers un maintien, voire un accroissement des inégalités. Donc ça, ce sont des projections qui viennent de l'Université de Washington, qui est le International Health Metrics Economics Institute, qui est financé par l'OMS et par la Fondation Bill Gates, pour mouliner des modèles d'évolution des dépenses de santé sur la planète. Donc il y a 4. Donc c'est la répartition des pays sur l'axe horizontal. Donc vous avez à gauche les pays les pays les plus pauvres, où les revenus par habitant sont autour de $100. À l'autre extrême de l'axe horizontal, vous avez les pays les plus riches, où le revenu par tête est supérieur à $16 000 par habitant. Et puis, c'est donc la distribution des pays sur cet axe. Et l'axe vertical, c'est les dépenses de santé par personne. Donc, vous voyez que, et on a 4 courbes, une qui correspond à 1995 en rouge, une qui correspond à 2016 en bleu clair, une qui correspond à 2030 en vert et une qui correspond à 2050 en violet. Et donc, ce que ces courbes nous montrent, c'est que, comme on le savait déjà avec le graphique précédent, on est aujourd'hui en 1995 ou en 2016 avec une forte inégalité, puisqu'on a des pays qui sont on a une majorité de pays qui sont à moins de $2 000 de dépenses de santé par habitant, et on a certains pays qui sont à $10 000. Eh bien, ce que cet exercice de projection nous indique, c'est que ces inégalités, en réalité, ne sont pas en train de se réduire. Si on regarde la courbe violette, on voit que la dispersion entre les pays, elle va augmenter entre aujourd'hui et 2050.
Donc on n'est pas du tout en réalité, malgré le discours sur la convergence entre les pays, on n'est pas du tout en réalité dans une logique de rétrécissement des inégalités en santé au niveau planétaire. Et ça, c'est évidemment une leçon importante pour nous dans la lutte contre le sida ou les hépatites virales, dans le dialogue avec le Fonds mondial par exemple, c'est que quel sens ça a de parler de transition ou de parler d'exit, c'est-à-dire de se projeter dans l'idée que le Fonds mondial sortirait de certains pays comme le Maroc à terme quand il se serait enrichi. Eh bien, ce type de graphique nous montre que les inégalités vont en fait s'accroître. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'elles vont s'accroître plutôt par le haut, c'est-à-dire qu'on va vers une situation où en Europe, aux États-Unis, les dépenses de santé par habitant vont encore doubler entre aujourd'hui et 2050. Donc ce qui est une situation, une forme d'accroissement des inégalités qui est quelque part moins douloureuse que si c'était par l'appauvrissement, par la baisse des inégalités, des dépenses de santé chez les pays les plus pauvres. Mais malgré tout, politiquement, la justification politique pour des flux internationaux d'aide en santé qui visent à réduire ces inégalités, cette justification politique, elle ne va que augmenter dans la mesure où, comme ce graphique nous le montre, la dispersion des niveaux de dépenses de santé entre les pays les plus riches et les pays les plus pauvres, elle va continuer de croître. Alors, quelles leçons intéressantes pour nous dans la lutte contre le sida et les hépatites virales prendre des discussions du monde du développement, ceux qui ont construit par exemple les objectifs de développement durable qui ont été adoptés par l'ONU en 2015 pour être atteints en 2030. Quelles leçons sur cette logique de transition en santé ou cette logique du Fonds mondial de la transition des pays? Alors, de plus en plus, et c'est déjà visible dans les objectifs de développement durable pour 2030, on ne se projette plus dans l'idée d'une sortie, mais l'idée d'une transformation de l'aide internationale. Donc autant pour les objectifs du millénaire pour le développement qui avaient été adoptés par l'ONU, enfin, par l'ensemble des États membres en l'an 2000 et qui visaient d'être atteints en l'année 2015, à l'époque on se projetait encore dans une logique un peu caritative, c'est-à-dire il y a des pays riches, il y a des pays pauvres, les riches doivent donner aux pauvres parce qu'ils peuvent et parce qu'ils sont solidaires. On est un peu sorti de cette logique-là. Et on est aussi sorti de la logique de convergence, c'est-à-dire de l'idée que les pays en développement doivent en fait rejoindre et atteindre le même niveau de développement, le même système économique que les pays riches. Ça, on en est sorti d'une part parce que de plus en plus, il y a une reconnaissance du fait que ce n'est pas faisable au niveau planétaire. Les ressources mondiales ne permettent pas que le monde entier vive comme les États-Unis. Ce n'est pas possible, il n'y a pas assez de pétrole, il n'y a pas assez de minerais, il n'y a pas sur la planète pour être à ce niveau de consommation que ce qu'on voit aux États-Unis ou même en Europe. Donc maintenant, les objectifs de développement durable, c'est plutôt l'idée que le Nord et le Sud doivent se déplacer ensemble vers un nouveau modèle économique qui n'est pas encore complètement défini, qui est en cours de définition, et que ce nouveau modèle économique, il se distinguera de celui d'aujourd'hui sur deux dimensions. D'abord, il doit être durable. Donc aujourd'hui, on est sur un modèle qui consomme plus de ressources que l'on s'en renouvelle chaque année, donc il faut qu'on réussisse à être dans le développement durable, sinon on va vers un effondrement du système économique à plus ou moins long terme. Et aussi un développement qui soit inclusif. De plus en plus, la Banque mondiale, par exemple, a sorti une étude qui montrait qu'au-dessus d'un PIB par habitant de 5-6 000 $ par habitant, les déterminants sociaux du bien-être, par exemple l'espérance de vie, l'état de santé de la population, ne sont plus corrélés au PIB par habitant, mais corrélés à la question des inégalités. L'exemple type, c'est les États-Unis. Les États-Unis sont 30% plus riches par habitant que l'Europe, et pourtant, ils ont une espérance de vie qui diminue. C'est le seul pays de tous les pays riches dont l'espérance de vie diminue, est orientée à la baisse.
Ils ont un taux de suicide qui est le plus élevé de l'ensemble des pays riches et l'un des plus élevés du monde, par exemple, la part des Américains qui se suicident chaque année. Et donc, ça c'est un exemple un peu le plus criant, mais donc cette étude de la Banque mondiale, elle a montré que l'indicateur économique le plus prédictif du bien-être de la population, à partir de 6 000 $ par habitant, ce n'est plus la richesse, c'est le degré d'inégalité dans la société. Et donc ça amène un nouveau cadre dans lequel on se projette dans les objectifs du développement durable, qui est d'avoir un modèle économique inclusif qui permette le bien-être des populations. Alors, dans cette optique-là, quel sera le but, le sens que l'on donne à ces flux internationaux d'aide entre les pays? D'abord, réduire les inégalités et gérer la planète. Donc, assurer des normes sociales minimales mondiales pour toutes les personnes. Donc ça, c'est la réduction des inégalités nationales en établissant des planchers minimums de dignité sur l'ensemble des pays. Ensuite, réduire les inégalités au niveau international en réduisant les écarts de développement entre les pays. Ça reste un objectif, évidemment. Et enfin, assurer la production des biens publics mondiaux. Donc les biens publics mondiaux, c'est des biens comme par exemple le climat, le fait de ne pas avoir de pandémie, des biens qui bénéficient à tout le monde. Ce n'est pas plus le travail d'un ou tel pays qu'un autre de s'assurer qu'on ait un climat planétaire qui fonctionne, de s'assurer qu'on n'ait pas des pandémies, qu'on n'ait pas des crises Ebola, Sida, paludisme à répétition. Donc c'est l'affaire de tous. Et ça bénéficie à tous. Et ça, ce que ça implique aussi, c'est qu'on se projette vers des transferts de ressources internationales qui ne sont plus pensés comme étant des transferts temporaires. On va aider un pays jusqu'à ce qu'il s'enrichisse, qu'il devienne comme la France ou comme l'Italie. Non, ce sont des transferts internationaux qui ont vocation à être pérennes, c'est-à-dire qui sont liés, qui s'arrêteront le jour où, miraculeusement, on aurait atteint une société homogène sur la planète. Mais d'ici là, on se projette dans des flux internationaux qui sont pérennes, qui vont perdurer, et qui ont pour objet de corriger les asymétries entre les pays et de corriger ce que la mondialisation économique a permis dans certains pays, par exemple en Chine, l'émergence d'une classe moyenne, par exemple. Ça a permis de réduire les inégalités. Mais ça ne suffit pas. La mondialisation des marchés ne suffit pas à régler ces problèmes-là. Il y aura toujours besoin d'une action publique au niveau national et au niveau international, financée par ces transferts internationaux. Et l'exemple qu'on aime rappeler, c'est que dans un pays comme la France, par exemple, il y a des inégalités géographiques, il y a des régions bien plus pauvres que d'autres. La région la plus pauvre en France, ça s'appelle la Creuse. C'est une région qui bénéficie de transferts nets du reste du pays depuis 300 ans, et personne ne suggère que la Creuse doit s'autonomiser et cesser de bénéficier de transferts provenant de la région parisienne. Enfin, la motivation de l'aide internationale, c'est plus la charité, c'est la notion qu'on a tous des responsabilités communes sur la planète, communes mais différenciées. L'exemple, encore une fois, c'est la question du climat. On sait bien que tous les pays n'ont pas pollué autant les uns que les autres. L'Europe a pollué plus, les États-Unis ont pollué plus. Tous les gaz polluants qui sont dans l'atmosphère, ils ont avant tout été mis là par l'Europe et les États-Unis. La lutte contre le sida, il y a eu de nombreuses études qui ont montré que les programmes d'ajustement structurel que le FMI a imposés à l'Afrique dans les années 70 et 80 ont fait le lit du sida, ont fait que les populations africaines n'avaient plus accès aux soins pour les maladies sexuellement transmissibles. On a eu une très très forte augmentation de la prévalence des maladies sexuellement transmissibles, et que sur ce terrain-là, le VIH a pu se répandre beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, beaucoup plus fort que ce qu'on a connu heureusement dans les autres régions du monde. Donc on a des responsabilités communes mais différenciées face à ces enjeux globaux. Et ils interpellent la communauté internationale pour qu'elle gère ensemble les problèmes mondiaux dont le solutionnement bénéficie à tous, à commencer par la lutte contre les grandes pandémies.
Alors tout ça, si on redescend maintenant sur le Fonds mondial et si on raccourcit un peu l'horizon temporel, qu'est-ce que ça dessine comme agenda pour le Fonds mondial, qui est l'organisme qui finance nos luttes contre le sida, la tuberculose, le paludisme et qui sait peut-être bientôt les hépatites. Alors, le Fonds mondial organise sa conférence de reconstitution, c'est des cycles de 3 ans. La prochaine se tient en octobre à Lyon, sous l'égide du président français, et elle vise à récolter des fonds pour les années 2020-2022. Certains d'entre nous, entre autres la présidente de Coalition Plus, sont invités à cette conférence. Le Fonds mondial demande 14 milliards de dollars à la communauté internationale, en expliquant que, donc soit seulement 1 milliard de plus qu'il y a 3 ans, c'est 13 milliards, donc c'est une augmentation modeste. Mais le Fonds mondial explique dans son cadre d'investissement que la raison pour laquelle cette augmentation modeste est censée suffire, c'est parce que, d'après leurs calculs, d'après les calculs du Fonds mondial, les pays en développement eux-mêmes sont en passe d'augmenter leurs budgets nationaux contre le sida, la tuberculose et le paludisme de 70% sur les 3 prochaines années. Donc, dans les associations, on a certains doutes sur l'énormité de cette augmentation à court terme. Mais en tout cas, là où on rejoint le Fonds mondial, c'est sur le fait que c'est bien l'affaire du Fonds mondial, c'est quelque chose sur lequel le Fonds mondial doit travailler, que de favoriser l'augmentation des budgets nationaux, sida, tuberculose, paludisme, dans les pays en développement. C'est-à-dire que si le Fonds mondial ne peut pas couvrir tous les besoins des personnes, ces besoins malgré tout doivent être couverts. Et donc il faudra bien trouver l'argent ailleurs, quitte à la trouver dans les budgets nationaux. Donc c'est un défi sur lequel on attend que le Fonds mondial ne se contente pas de prédire passivement que cet argent va tomber. On veut voir le Fonds mondial agir concrètement pour favoriser l'augmentation de ces budgets nationaux. Alors, au-delà de la question de l'évolution des budgets, de où va venir l'accroissement des ressources, on va évidemment vers une transformation du rôle du Fonds mondial. On assiste déjà aux prémices de cette transformation avec un Fonds mondial qui tend à se focaliser, c'est le cas par exemple dans un pays comme le Maroc, sur les questions de la prévention, où le médical, la partie la plus médicale de la riposte contre le sida, par exemple, est laissée à la partie nationale. C'est peut-être la partie médicale est peut-être la partie politiquement la plus simple à assumer pour un pays, et où le Fonds mondial reste extrêmement investi en matière de prévention, en matière de services pour les populations clés, qui sont souvent stigmatisées et criminalisées. On parle des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, des travailleurs et travailleuses du sexe et des injecteurs de produits psychoactifs. Le Fonds mondial doit aussi continuer à investir sur les droits humains et soutenir le plaidoyer de la société civile. À Coalition Plus, par exemple, on ne bénéficie pas pour notre plaidoyer de soutien du Fonds mondial, mais on bénéficie, pour l'instant en tout cas, du soutien de l'Agence française du développement, et on est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais on considère que le Fonds mondial devrait le voir comme une leçon et intégrer davantage cette notion du plaidoyer dans ses propres investissements. Donc voilà, ça nous donne le portrait d'une transformation du rôle du Fonds mondial, avec un Fonds mondial qui resterait, qui ne sortirait pas des pays, et qui, pour le coup, focaliserait son attention sur ces questions de prévention, de population clé, de droits humains, de plaidoyer, mais également, c'est le troisième point dans cette diapositive, qui chercherait à soutenir le plaidoyer pour la santé au niveau national. Aujourd'hui, qui sont les forces politiques dans nos différents pays qui poussent activement, qui se battent pour la redistribution sanitaire, pour étendre le champ de l'assurance maladie obligatoire, étendre le champ du paquet de soins remboursé par l'assurance maladie obligatoire, étendre le champ du paquet de soins couvert par un système comme le RAMED pour les démunis au Maroc, ou l'assistance médicale d'État en France. Eh bien, ce sont différents types de forces sociales. Il y a les syndicats de travailleurs, hein, qui sont à l'origine
dans beaucoup de pays en faisant des grèves générales de la création des systèmes de sécurité sociale. Donc le Fonds mondial devrait peut-être se rapprocher de ce type de force pour s'assurer que les 70% d'augmentation des budgets deviennent réalité. Et puis se rapprocher aussi des associations. Au Maroc, par exemple, il y a une grande coalition d'associations pour la santé qui œuvrent, qui poussent avec leurs moyens, leurs possibilités, en faveur du renforcement du système de l'assurance maladie obligatoire. Dernier axe, dernier axe important à prendre en compte pour le Fonds mondial, peut-être le Fonds mondial pourrait s'inspirer d'un virage qu'a pris le programme américain PEPFAR. Je ne sais pas si vous connaissez ce programme PEPFAR. Donc c'est un programme bilatéral américain entre les États-Unis et différents pays très touchés par le sida en Afrique australe. Et à lui tout seul, il est plus gros en termes de volume financier que le Fonds mondial. Donc c'est un énorme effort budgétaire américain en direction des pays les plus touchés par le sida, des pays où on a jusqu'à 1 personne sur 5 qui est séropositive, comme en Afrique du Sud. Alors le programme PEPFAR, face au constat qu'il y a d'énormes problèmes de qualité des soins dans beaucoup des programmes qu'il finance, par exemple qui se manifestent dans le fait que les personnes sous traitement antirétroviral sont souvent plus nombreuses à sortir du programme, à disparaître, à partir de la nature, et on les retrouve quelques années plus tard, elles n'ont plus de CD4 et elles décèdent. On est dans une situation, dans beaucoup de pays, d'un panier percé, où il y a plus de gens qui sortent des programmes nationaux de prise en charge antirétrovirale que de gens nouvellement dépistés et qui rentrent dans le programme. Et donc ça, c'était un constat d'échec pour ce programme américain PEPFAR, qui a sonné la tirette d'alarme et qui a décidé de financer la société civile dans ces pays pour mettre en place des observatoires et pour systématiser des observatoires qui existent dans certains pays, des observatoires de l'accès aux soins, des observatoires communautaires de l'accès aux soins, site par site, hôpitaux par hôpitaux, qui permettent de rapporter les cas de rupture de stock, les cas de mauvais traitement par les personnels, parfois on a des personnels qui nous maltraitent, ou les cas aussi dans certains pays de raquettes, où normalement les soins sont gratuits, mais certains personnels indélicats raquettent les patients. Et donc, à Coalition Plus, on considère que c'est un pas en avant qu'a fait PEPFAR, le fait d'aller vers la systématisation de ces observatoires communautaires de l'accès aux soins, et que le Fonds mondial doit s'en inspirer, ça doit faire partie du logiciel du Fonds mondial pour cette transformation dans l'accompagnement des pays vers leur autonomisation. Il faut au fur et à mesure que les pays s'autonomisent et que la prise en charge médicale, par exemple, est assurée par l'État, que le Fonds mondial reste présent et soutienne la redevabilité de ce système de santé en finançant ce type d'observatoire dans les pays où PEPFAR n'est pas présent. Et donc, pour terminer, un défi qu'on peut lancer au Fonds mondial pour sa reconstitution à Lyon en octobre prochain, c'est peut-être est-il temps de sortir, peut-être est-il temps pour le Fonds mondial de se mettre au goût du jour, d'arrêter ce discours sur la sortie des pays, dont un discours qui est de plus en plus battu en brèche dans les discussions à l'ONU sur la transformation des modèles de développement international, et que le Fonds mondial se mette à parler de transformation, sa propre transformation, mais arrêter de parler de la sortie sèche de nos pays. Merci. Merci beaucoup Khalil. On va garder 2 minutes pour les discussions. Je pense qu'il y a place pour beaucoup de choses, mais on n'a pas beaucoup de temps. En tout cas, merci d'avoir rappelé l'importance de cette responsabilité partagée et qu'on n'est pas là dans l'aumône de distribution de l'argent, mais d'une responsabilité à construire un système de santé, un renforcement de la santé pour tout le monde. Voilà, on va prendre tout de suite les questions dans la salle. Donc, des micros là-haut, je vois des mains qui se lèvent. Bonjour, donc moi c'est Intissar, Expertise France, Initiative 5%. Merci beaucoup pour cette présentation.
J'avais juste un complément d'information pour rebondir sur votre dernier point concernant les observatoires. Le Fonds mondial commence à s'investir sur la question des observatoires. D'ailleurs, il finance ITPC West Africa sur la mise en œuvre d'observatoires dans 10 pays d'Afrique. Mais c'est fini. Oui, mais donc ils l'ont fait. Ils l'ont fait, effectivement. Et nous, au sein de l'initiative 5%, nous avons des discussions justement avec le Fonds mondial pour alimenter aussi et pour partager aussi les expériences que l'on finance, puisque au sein de l'initiative 5%, nous finançons un peu plus d'une dizaine d'observatoires, que ce soit en Afrique de l'Ouest, bientôt dans la zone MENA, et même au niveau de l'océan Indien. Et donc, on a tout un travail de capitalisation qui est en train de se faire avec l'ensemble des partenaires associatifs. Et ce travail-là, on essaie de le faire remonter également auprès du Fonds mondial pour que ce soit pris en compte, que ce soit dans les subventions ou autres. Mais enfin, voilà, il y a une réflexion en interne qui a démarré et qui s'accélère au niveau du Fonds mondial. Merci. Merci à vous. Bon, merci. Moi, c'est Djibril Si de la Mauritanie. Moi, je n'ai pas une question précise, mais j'ai plus de problèmes aussi à soulever. C'est par rapport à votre présentation que je vous remercie pour la clarté. Mais je vais aller au niveau micro. Vous êtes parlé des choses entre les pays, mais dans les pays eux-mêmes, on a souvent eu les financements dans les pays, mais pour des programmes, mais à la fin, on n'arrive pas à atteindre les résultats escomptés. Dans ces disparités en matière de financement de l'aspect de santé, au niveau des pays, c'est la même chose. On a des pays où les riches arrivent à payer leur santé et la disparité est en train de se creuser entre les riches et les pauvres dans le pays. Et si en matière de santé ou bien les thématiques qui nous concernent, c'est surtout entre les cibles des trois maladies, que ce soit les populations clés dans les trois parties. Mais mon problème, c'est que s'il y a une transformation demain et on n'a pas réglé les problèmes de gouvernance dans les pays, on risque d'atteindre les mêmes problèmes. On n'a pas atteint les ODD, les OMD plutôt en 2015, et je ne pense pas qu'on va atteindre les ODD en 2030. Et si on atteint le 1,90 en 2021, c'est déjà beaucoup. Voilà, tous ces problèmes-là, il faut qu'on parte dans les détails. On peut avoir ces 14 milliards, mais j'ai peur que demain, avec cette transformation-ci, elle ne prend pas en compte la gouvernance locale, qu'on n'arrive pas à atteindre les objectifs. Je vous remercie. Autre question, remarque, tu veux réagir, Khalil, ou on prend d'autres, pas d'autres remarques? Khalil, tu veux faire un commentaire? Non, entièrement d'accord avec monsieur sur le fait que le travail est loin d'être fini. Alors, pour se rassurer, la Mauritanie, je pense, c'est vraiment un pays où le Fonds mondial, même dans sa logique actuelle de transition, de sortie, n'envisage pas de sortir de la Mauritanie, en tout cas pas pour des raisons qui voudraient que la Mauritanie serait plus nécessiteuse, aurait plus besoin de l'aide du Fonds mondial, comme c'est le cas par exemple pour l'île Maurice, où le Fonds mondial s'apprête à partir de l'île Maurice. La Mauritanie est reconnue quand même comme un pays qui a besoin de l'aide du Fonds mondial. Il y a des difficultés de mise en œuvre des programmes et parfois des conflits entre le Fonds mondial et la Mauritanie, mais c'est pas, ils n'ont pas le même discours sur la Mauritanie qu'ils peuvent avoir avec des pays plus riches quand même. Oui, peut-être une dernière question, je ne vais pas prendre trop longtemps le débat, mais lors de la conférence d'Abuja en 2000, les engagements avaient été pris par les pays pour que les budgets de la santé atteignent 15%. Force est de constater qu'aujourd'hui, aucun pays n'y est arrivé, à peine, même pas à la moitié. On est plutôt généralement autour de 4, 5, 6% dans les plutôt bons élèves, et donc 15%. Et on peut même dire que 15% de pas grand-chose, parce que les budgets nationaux sont quand même assez faibles, ça restera quand même pas grand-chose. Donc on peut toujours rêver que l'augmentation des budgets nationaux, bien qu'elle soit nécessaire, répondra aux besoins, mais elle n'y répondra pas. Quelle va être la marge de manœuvre d'un fonds mondial pour booster davantage? Est-ce que c'est concevable, imaginable? Est-ce que ça va être, on vous donne de l'aide si vous amenez votre budget national à 10%? Comment tu vois les choses?
On voit le Fonds mondial déjà mettre beaucoup de pression, parfois peut-être trop de pression, y compris à des pays très pauvres. Par exemple, moi j'étais récemment avec mes collègues du Mali, où le Fonds mondial disait au nouveau ministre de la Santé du Mali, qui est donc l'ancien DG de l'ONU-SIDA, disait mais monsieur, on entend bien que vous avez des problèmes de sécurité, qu'il y a la guerre dans votre pays, que l'État est en danger, il est assiégé par les terroristes, mais vous savez, ça ne justifie pas que votre budget de la santé reste si faible, voire qu'il diminue, parce que vos voisins, le Burkina Faso, le Niger, ont les mêmes problèmes de sécurité, et eux mettent quasiment 30, 40, 50% d'argent en plus dans la santé. Et ils ne sont pas plus riches, ils sont pas... Donc le Fonds mondial attend du Mali qu'il augmente, qu'il trouve les moyens de rattraper ses voisins en matière sanitaire. Donc j'ai l'impression que nous, associations, on est un petit peu pris entre les deux feux. C'est-à-dire que d'un autre côté, on considère qu'évidemment, le Mali doit s'occuper des Maliens. Enfin, mes collègues maliens considèrent qu'ils ont des droits et que l'État malien doit respecter les droits des séropositifs et des populations clés. Et inversement, dans le même temps, on souhaiterait que le Fonds mondial soit aussi puisse faire preuve parfois de souplesse et de réalisme face à la possibilité, même pour certains États, dans certaines circonstances, de trouver les moyens, surtout que de toute manière, ce ne serait pas non plus des sommes énormes si le Mali les trouvait. Donc, Bien, merci infiniment Khalil. On va donc clore cette dernière plénière et laisser la parole à Christine et à Mehdi pour la conclusion. Je voudrais aussi dédier cet avis à toutes les personnes qui sont aujourd'hui opprimées pour le seul choix de leur relations sexuelles, voire même mises en prison, et que c'est une atteinte à des droits absolument fondamentaux qu'on a réaffirmés ici, et que Aframed restera toujours à leur côté et que le combat continue. Voilà, merci beaucoup.